L'islam est une difficulté pour les chiens qui aujourd'hui, on leur a mis cette laisse au cou. Mais pour les nouvelles générations, la nouvelle jeunesse africaine qui arrive, ils auront accès à l'histoire de l'Afrique. Ils auront accès aux livres que nous lisons ce soir. Personne n'a envie de faire partie d'une société qui est celle que nous lisons là. Personne n'a envie de ça. Personne n'a envie d'associer ses enfants, ses petits-enfants à cette malédiction. Parce que pour le coup, c'est une vraie malédiction. Oui. Moi, je dis la chose suivante, c'est ma dernière phrase sur le sujet. Si l'islam ne condamnait, si le Coran condamnait la vente d'hommes, de femmes et d'enfants, il y aurait eu des guerres civiles au sein des sociétés arabo-musulmanes. C'est tout. Merci de tapoter sur TikTok. Oui, Judoka. Oui, effectivement, pour aller dans ton sens, je vois les quelques remarques d'un internaute, là, Silka Premier, et il dit, vous ici, là, vous pouvez avoir le courage de taper des Arabes dans la rue parce qu'ils agressent, par exemple, un Africain. Mais quel est le niveau de réflexion que tu essayes de nous dire? Non, mais laisse tomber. Il ne faut pas réagir. Vraiment, c'est suffisamment grave ce soir. Il ne Pour faut pas que, réagir à tous les tocards qui viennent raconter leur truc. Donc, on continue, on est page 18. Donc, on disait que les deux sexes étaient séparés, que les conditions étaient dramatiques pour nos parents. Qu'est-ce qu'il nous disait d'autre? Je vais remonter. Une autre partie est placée par groupe dans la cour de Lokele, souvent sur les marchandises de leur maître. Lorsqu'un Européen voit pour la première fois ce marché avec les nègres, dont la plupart sont nus, des garçons et des filles de tous âges, même des mères avec des enfants collés sur leur sein, il ne peut guère résister au sentiment pénible qu'un semblable spectacle lui occasionne. Mais si l'on y va fréquemment, que l'on considère la gaieté qui règne entre ces captifs, leur insouciance, leur insouciance, et si l'on songe qu'ils sont destinés à rentrer dans un état plus doux, qu'ils sont à la fin de leur souffrance, on s'accoutume successivement à les voir avec beaucoup moins de peine. Il y a une insouciance. En fait, tu as l'impression qu'on sacrifie des agneaux. Il y a une insouciance. En fait, il y a un côté, et cette insouciance, en fait, c'est, je sais pas si c'est une faiblesse ou une supériorité. Des fois, je me pose la question. Tout ce que l'on dit ordinairement au Caire sur le nombre des nègres qui s'y vendent annuellement est absolument exagéré. J'ai pris le parti de m'informer à ce sujet chez le propriétaire de Lokele, ainsi que chez l'écrivain copte qui, depuis 30 ans, enregistre tous les nègres qu'on y vend, mais ni l'un ni l'autre n'ont su me donner des renseignements positifs. Soit que cela ne les intéresse pas, soit qu'au lieu de conserver les registres, ils les brûlent tous les ans. Pourquoi ils les brûlent si ce n'est pas un crime? En comparant néanmoins tout ce que les personnes dignes de foi m'ont dit sur cela, il résulte que par le passé, ils s'en vendaient 3 à 4 000 tout au plus par an, des deux sexes. Voilà. Rien que pour la ville du Caire. Hein. Voilà. Mais comme depuis quelque temps, les Mamelouks augmentaient continuellement les impositions, les commerçants se dégoûtèrent tellement de l'Égypte qu'à mon arrivée au Caire en l'an 6, il n'y en amenait en tout guère plus de 1200 nègres par an. Une seule caravane portait autrefois 1000 jusqu'à 1500 nègres, mais une seule caravane, hein, c'est une caravane, tu as 1500 personnes. Vous imaginez, arrachées à leur village, sur une seule caravane. D'accord ? Mais en dernier lieu, le nombre n'en était que d'environ 600. Dans le courant de 3 années et demie que les Français ont été maîtres de l'Égypte, il n'est arrivé que 4 caravanes, très peu considérables, mais il y a tout lieu de croire que si l'on eût conservé ce pays, les Guélabis seraient venus plus fréquemment avec de nombreuses caravanes. Les habitants du Caire ont l'habitude de juger de la bonté du caractère d'un nègre ou d'une négresse lorsque ceux-ci ont un bel œil avec l'albugine bien blanche, les gencives et la langue vermeille, sans taches brunes ou noirâtres, l'intérieur des mains et la plante des pieds de couleur de chair, et qu'ils ont des beaux ongles. Ils prétendent que les nègres qui ont le blanc des yeux bruns
ou rougeâtres, la langue et les gencives avec des taches noires sont d'un mauvais caractère et absolument incorrigibles. Oui. Ils évaluaient notre caractère en fonction de la couleur de nos gencives, de la couleur de nos yeux. Non, mais sincèrement, on vit où là? C'est ça la terre de l'islam de Dieu? On est dans quel monde là? Et vous comprenez aujourd'hui pourquoi est-ce que ces gens-là pénètrent les industries cinématographiques africaines? C'est pour éviter qu'on fasse des films là-dessus. Hein? On continue. Je n'ai pas assez d'expérience pour réfuter ou approuver cette assertion, mais je suis bien assuré que j'ai rencontré des nègres et des négresses avec tous les mauvais signes indiqués, qui n'avaient aucune mauvaise qualité. J'en ai vu d'autres qui, avec toutes les qualités recherchées, avaient absolument un caractère, je n'y arrive pas à lire le mot, nerveux ou bon. Pervers. Hein? Un caractère pervers. Un caractère pervers. Merci beaucoup. C'est pervers. Beaucoup d'habitants du Caire et même des nègres m'avaient assuré qu'on rencontrait quelquefois parmi les nègres à vendre de ceux qui sont vraiment anthropophages et que l'on reconnaît par une petite queue ou une prolongation de l'os du coccyx. Ils m'assuraient que les guélabis en faisaient faire l'extirpation lorsqu'ils s'en apercevaient et qu'il est essentiel pour cette raison d'examiner si l'on ne trouve aucune cicatrice à l'endroit indiqué. Je me suis donné... Alors, il faut comprendre ici que le fantasme d'anthropophagie que l'on voulait affubler à nos ancêtres, c'est pareil. Tu vis dans des pays où il n'y a même pas de prison. Tu vis dans des pays où il y a la plus grande faune. Il n'y a pas de territoire sur cette terre où il y ait plus de gibier qu'en Afrique. Explique-moi l'anthropophagie. C'est pas possible. Les peuples qui sont anthropophages, ce sont des peuples qui manquent de quoi se nourrir. En Europe, on était anthropophage. Quand il fait moins 80 degrés dehors et que tu n'as pas de gibier à l'horizon, bah les mecs se mangeaient entre eux. Et on a vu cette nature revenir quand vous avez des avions qui se sont écrasés dans les montagnes et tout, et qu'il n'y avait pas à manger, les Blancs ont fait quoi? Ben, ils ont mangé les cadavres. Donc cette nature anthropophagique que l'on veut absolument attribuer à l'homme noir, c'est juste pas possible. Pourquoi? Parce que nous, on vit au paradis de la viande, la faune, la flore, les ignames, les tubercules de toutes sortes, les fruits de toutes sortes, les animaux de toutes sortes. Comment tu veux expliquer l'anthropophagie dans un pays, sur un territoire qui est aussi richement... Enfin, c'est pas possible. Et même, regardez, il y avait plus d'animaux en Afrique avant qu'il y en a aujourd'hui. Comment vous voulez qu'on soit anthropophage? C'est pas possible. C'est juste une projection. Ben oui, ils sont en train de projeter ce qu'ils sont eux-mêmes sur nous. De la même manière que quand un blanc te dit, quand un arabe te dit chétan, on est en train de lire quoi là depuis 3 heures? C'est quoi qu'on lit là? Qu'est-ce que le diable aurait fait de moins cruel que ce que nous lisons? Qu'est-ce que leur chétan aurait fait de moins cruel? Chétan, c'est eux-mêmes. Diable, c'est eux-mêmes. Ils font une projection. En fait, ils sont juste en train de décrire ce qu'ils sont profondément. En fait, Fétiche et ces gens n'ont pas d'histoire. Et quand ils sont venus chez nous, ils ont compris qu'on avait tout. Et aujourd'hui, alors, tout ce qu'ils font comme histoire, ils inventent leur histoire à partir de notre histoire. En prenant notre histoire, ils le créent pour eux et nous, ils nous font comme si on a rien. On est vide. Oui, c'est ça. Alors, voilà, donc ils se créent l'histoire, plein de mensonges à partir de nous. Voilà, c'est ça. Donc, ensuite, l'auteur dit, concernant la prétendue anthropophagie en Afrique, je vous rappelle juste une chose. Pour qu'un peuple soit anthropophage, il faut qu'il n'y ait pas de nourriture. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui emmène un peuple ou des personnes à manger leurs cadavres, c'est qu'il n'y a tellement pas de nourriture qu'il n'y a que ça.